Donc merci à tous d'être venus. Merci à la SGDL de nous accueillir pour ce festival. Merci aussi à la mairie du 14e de nous accueillir. Donc pour cette table ronde, je suis en compagnie d'Ada Rémy. Donc Ada, avec son mari Yves, malheureusement décédé en 2022, est l'autrice d'une œuvre très importante dans les littératures de l'imaginaire française. Donc une œuvre qui a commencé il y a plus de 50 ans, puisque Les Soldats de la mer ont été publiés en 1968, et une œuvre qui se poursuit, puisque vient de paraître cette année au Visage Vert, Le Roi d'Arbre, qui rassemble les nouvelles d'Yves et Ada Rémy qui ne sont pas dans Les Soldats de la mer, et 9 nouvelles inédites également. Donc, il y a aussi Anne-Sylvie Omassel, qui est une autrice et traductrice. Donc, Anne-Sylvie a publié plusieurs recueils de nouvelles et romans, donc en particulier L'Amont aux éditions du Visage Vert aussi, et Vivre sauvage dans les villes. Et ce sont des nouvelles qui, sans jamais être gore ou versées dans l'outrance, installent un vrai sentiment d'inquiétude et de malaise. Et en plus, il y en a 2, à chaque fois, la nouvelle éponyme dans ces 2 recueils qui se déroulent en partie dans le 14e arrondissement et dans la banlieue sud. Donc voilà. Notamment, on y parle de l'église de Gentilly, de la cité universitaire. Donc c'est pas très loin d'ici. Et enfin, Léo Henry nous a fait l'amitié de participer à cette table ronde. Donc il va recevoir tout à l'heure le Grand Prix de littérature de l'imaginaire Yves et Ada Rémy de la SGDL pour 3 livres qui ont été publiés en 2023. Donc d'abord Hector, qui est un roman tout à fait inclassable parce qu'il va mêler une enquête, des références à des personnes réelles comme Hugo Pratt et Borges, et aussi il va parler de films, enfin un peu tout ça, pour évoquer un scénariste, Hector Oesterheld, qui est le scénariste d'une bande dessinée culte en Argentine et même au-delà, L'Eternaute, une bande dessinée de science-fiction. Et donc ce roman est très étonnant par sa forme et il est aussi très engagé puisqu'il nous parle de la dictature argentine et de ce qui fait les fictions en Argentine aussi. Et qu'il y a quelqu'un qui dit que tout est fiction en Argentine dans ce livre, et en le lisant, c'est tout à fait juste. En 2023 est également paru 120, donc c'est un recueil de 120 nouvelles qui ont été envoyées pendant 10 ans par Internet à des abonnés, donc tous les mois. Donc c'est des textes très étonnants et qui montrent combien Léo Henry est un écrivain qui écrit des choses variées, des choses très diverses. Et je vous conseille de vous y plonger, il y a vraiment de tout. Et enfin, le 3e livre, c'est un roman de fantasy, 1000 saisons, qui a de la particularité, là aussi, d'avoir été envoyé à des abonnés tous les mois ou toutes les semaines, voilà, et que Léo a conçu avec ses 2 fils, même si c'est lui qui l'a écrit. Le 2e tome de 1000 saisons vient de paraître. Voilà, donc il est paru là, au mois de septembre et je viens de le lire et c'est très bien, c'est très, très joyeux, c'est une histoire de révolution, mais de révolution avec beaucoup d'énergie, de dynamisme et finalement ça montre ce que la révolution peut avoir de joyeux en fait. Voilà, Léo Henry est l'auteur d'une œuvre très, très ample, très diverse, donc il y a notamment un cycle autour d'une ville fictive qui est Niamnigrad. Donc voilà le 1er tome, Yamaloka Terminus. Donc c'est un peu dans un univers post-apocalyptique de guerre et d'une ville qu'on peut situer à l'est de l'Europe, mais qui est fictive. Et il l'a écrit avec Jacques Mucchielli. Alors je ne sais pas si je le prononce bien, mais voilà. Donc malheureusement, Jacques est décédé il y a déjà pas mal d'années. Mais c'est aussi une œuvre à 4 mains, comme les livres d'Yves et Ada Rémy. Et on peut citer Hildegarde aussi, qui est un roman tout à fait, là encore, inclassable, sur Hildegarde de Bingen. Donc, je ne sais pas si elle est sainte ou... oui, elle est sainte. Bon, voilà. Donc, un roman philosophique, un roman historique,
et un peu aussi fantastique. Voilà. Alors pour revenir rapidement à l'œuvre d'Yves et Ada Rémy, après Les Soldats de la mer, qui sont des nouvelles fantastiques qui se déroulent dans le même univers, en fait, et qui reprennent les grands thèmes du fantastique. Il y a le double, le fantôme, le vampire, etc. Et il y a aussi une méta-histoire qui rend cohérent cet ensemble, à travers la création d'une fédération qui peut rappeler la création de l'Union européenne. Et à la fin, on comprend qu'il y a une logique bien particulière à l'existence de ce monde. Et c'est vraiment un recueil qui a un livre culte, on peut le dire, un recueil qui a marqué le fantastique français. Ensuite, Yves et Ada ont publié des romans, donc Le Grand Midi en 1971, et puis La Maison du Cygne en 1979, qui a eu le Grand Prix de l'Imaginaire. Donc ces deux romans sont aux frontières du fantastique et de la science-fiction. C'est Le Grand Midi, c'est un peu kafkaïen, le héros s'appelle Gregor Kopfmann, donc il y a quand même un petit rapport. Et en même temps, il y a un côté cyberpunk aussi avant l'heure, un petit peu. Enfin, un côté apocalyptique aussi, et une réflexion philosophique sur la mort. Nietzsche est assez important. Le Grand Midi, ça vient de Nietzsche, je crois. Voilà. Ainsi parlait Zarathustra. Et quant à La Maison du Cygne, c'est un très beau roman sur l'éducation, sur l'enfance et sur ce qu'il faut abandonner pour grandir. Donc je vous les conseille aussi. Après une éclipse d'un certain nombre d'années, en 2012 est paru Le Prophète et le Vizir, qui rassemble 2 novellas, donc sur le destin et l'histoire aussi. Et un peu plus tard, Le Mont 84, donc un roman noir, mais un roman d'aventure, d'amour, assez étonnant aussi, assez inclassable. Et puis il y a 3 ans, Le Fou de la Star, donc un roman qui est aussi fantastique, mais peut-être moins que les autres. Un roman assez drôle et foutraque, qui se déroule dans la région d'Ada, voilà, donc le Roussillon, autour de Perpignan. Voilà, donc pour situer un peu cette œuvre, on peut dire que Les Soldats de la mer a été réédité 5 fois constamment. Donc la dernière édition date de 2013 et qu'il a marqué une génération de lecteurs. Donc Ada, je voulais commencer par vous demander qu'est-ce qui vous a amené à écrire ces nouvelles fantastiques des Soldats de la mer, donc en 1968. Il faut d'abord dire pourquoi on travaillait tous les deux, non? Oui, oui, tout à fait. C'était la question suivante, mais vous pouvez commencer par ça. Il me semble, oui. Vous pouvez commencer par ça. Donc pourquoi on écrivait à 4 mains? Il y a longtemps, on s'est rencontrés au lycée Voltaire et on était assis tous les deux au premier rang, en particulier pendant un cours de Jean-Louis Bory qu'on avait la chance d'avoir comme professeur. Et Yves, au lieu d'écouter le cours, travaillait sur un premier roman. Bory est descendu de son estrade, lui a attrapé le livre, l'a mis dans son sac, et quand l'heure a été finie, il est parti avec. Sur ces entrefaites, Yves, le lendemain, lui dit « Enfin, vous êtes écrivain, vous savez ce que c'est qu'un manuscrit, je veux le récupérer, soyez gentil. » Bon. Et il lui a dit « Vous irez le rechercher chez Quérol, chez Jean Quérol, je crois que c'était Le Seuil, je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus. Bon, enfin bref, il l'avait donné à un éditeur qui s'appelait Jean Quérol. Et donc, à partir de là, Quérol a envoyé une lettre à Yves. Comme j'ai beaucoup de mal et que j'ai des trous de mémoire, je préfère lire. Ma fille m'a obligée à écrire nos mémoires, donc je préfère lire ce que j'ai dit à ce propos plutôt que bafouiller et chercher. Alors voilà, Quérol a donc lu le livre et a dit... je suis sûr que vous préparez quelque chose de meilleur et de nouveau. Ne vous impatientez pas. Méfiez-vous de l'inspiration comme d'une maîtresse trop exigeante. C'est là que je vais arriver. Il y a aussi votre écriture qui n'est pas au point. Votre écriture et votre style sont entièrement à revoir. En revanche, vos dons et votre inspiration créatrice existent.
je peux vous l'assurer. Vous devez reprendre le texte avec obstination, mot après mot. Il est temps maintenant que vous ne vous fiez plus à votre imagination, mais à votre plume. Alors, ces analyses de Kérol étaient tout à fait justifiées, mais j'ai inversé ses conseils. Voilà. Et j'ai dit à Yves, laisse libre cours à ton extraordinaire imagination, ne te préoccupe pas du style, à moi de lui donner une forme, de la maîtriser. En fait, comme pour la réalisation d'un film, il me donnait des rushs formidables, et moi je faisais un montage. Je coupais, je resserrais, je mettais des inserts, je reprenais mot après mot, je trouvais des adjectifs plus adéquats et lui corrigeait, je recorrigeais et on lisait à haute voix pour terminer. Voilà. Et en particulier, Yves me disait « Toi, tu es le décapage, tu sculptes mes images. » Et moi, je lui disais « Laisse aller ton imagination, je fais mon affaire des transitions. Ne te préoccupe pas d'écrire des choses qui te paraissent utiles mais qui t'ennuient. J'en fais mon affaire. » Voilà pourquoi on a commencé à écrire tous les deux. Voilà. Ça va ? Très bien, oui. Et alors, les soldats de la mer, comment vous en êtes arrivé après ces conseils Les soldats de la mer, c'est très étrange. D'abord, il a abandonné le bouquin, le premier pour Kérol, c'était pas terrible. Bon. Alors, les soldats de la mer, un copain nous a demandé, qui devrait être là et qui n'est pas là, le vilain, nous a demandé des nouvelles sur le double, le vampire, et puis je ne sais plus quoi, 3 nouvelles qu'il voulait adapter pour la télévision. On sortait de l'IDEC. Et ces nouvelles n'ont jamais vu le jour, et on s'est retrouvés avec ces 3 nouvelles, et on s'est dit, bon, ben, on va prendre tous les autres thèmes du fantastique, et voilà. Et puis on s'est présenté à la fondation de la vocation, parce qu'on était très fauchés. Et Nielsen, qui était le patron cette année-là, a voulu qu'on ait le prix. Et plein de gens ont dit, mais c'est pas la peine, un écrivain, il peut avoir un autre métier, il vaut mieux le donner à quelqu'un d'autre. Mais en revanche, on vous éditera. Et il nous a donné un conseiller littéraire. Voilà. Qui était, non, comment ça s'appelle ? Il nous a donné quelqu'un qui donne des conseils, j'ai oublié le nom, et qui était d'ailleurs celui de Sagan. Et cet homme nous a dit « Oh, mes pauvres enfants, le fantastique et des nouvelles, c'est même pas la peine. » Bon. Alors on était très désappointés, on a bien réfléchi, et voilà, et à force de parler, on a eu l'idée de la fédération, dans laquelle des choses étranges se passaient, pendant 16 nouvelles, ou 17, et la dernière expliquait, plus science-fiction, tout d'un coup, expliquer pourquoi les anomalies dans cette fédération. Voilà l'histoire des soldats. D'accord. Anne-Sylvie, qu'est-ce qui fait, selon vous, que Les Soldats de la mer est un livre qui est resté dans les littératures de l'imaginaire française, qu'est-ce qui fait la particularité du fantastique d'Yves et Ada Rémy, peut-être ? Pour moi, c'est parce qu'ils font exactement ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que c'est totalement idiosyncrasique, qui ne respectent, ils suivent exactement comme Ada expliquait, ils ont pris le contre-pied de Kérol, et donc, ils ont pris le contre-pied de Kérol, on entend mieux. Je vais essayer d'aller plus fort que la fanfare qu'on entend dehors en plus. Ils ont pris le contre-pied de Kérol et ils ont toujours totalement et complètement suivi leur imagination, laquelle louvoie entre des tas de choses, des tas de thèmes, dont on peut dire qu'ils ne sont pas exactement fantastiques, pas exactement ceci, pas exactement cela. Et pour moi, ils sont importants et uniques en littérature française. Oui, évidemment, il y a d'autres auteurs qui font à peu près ce qu'ils veulent. Mais eux le font avec cette liberté que leur donnait leur autre métier, cette liberté qu'ils avaient aussi d'être deux et d'être constamment dans ce mouvement, profusion, correction. Et voilà, pour moi, c'est la voix totalement unique qu'ils ont réussi à faire entendre, qu'ils font encore entendre. Et aussi, j'ajouterais, c'est un peu idiot de dire ça de cette manière, mais l'incroyable
oreille que les deux avaient, que les deux ont, d'écrire, c'est-à-dire leur prose a toujours une espèce d'ampleur et d'exactitude. Les mots sont choisis sans être prétentieux. Enfin, pour moi, voilà. Et c'est l'espèce de naturel en fait qui le représente. Donc c'est une curiosité, mais une curiosité géniale, quoi. Voilà. Après, moi, je suis pas du tout objective. Merci. Léo, tu as écrit aussi avec Jacques Mucchielli, ce cycle de nouvelles, Yermina Dingrad. Donc, est-ce que toi aussi, tu as éprouvé le fait d'écrire à deux, peut-être que ça donnait plus de liberté et il y avait disons que qu'est-ce qu'il y a de différent dans le fait d'écrire à deux plutôt que d'écrire seul pour toi ? Je suis en train de réfléchir. En fait, j'ai écrit le début d'écrire à deux avec Jacques. Je crois que c'est le début de vraiment m'engager dans un livre avec une autre personne. Mais après, j'ai beaucoup écrit avec d'autres gens, en fait. Et je continue à écrire avec d'autres gens, que ce soit des gens qui sont auteurs-autrices ou des artistes d'autres médiums. Et qu'est-ce que ça permet ? Eh ben, ça permet déjà une rencontre, en fait. Et je crois que ça m'intéresse au-delà de... Enfin, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus intéressant à faire avec quelqu'un que de créer, quoi. D'une façon ou d'une autre. Alors voilà, après, ça peut être des œuvres d'art pérennes ou ça peut être toutes sortes de choses. Donc c'est une façon de faire des choses avec des gens. Voilà. Après, l'autre point peut-être, c'est que quand on a commencé à bosser avec Jacques, on n'avait pas en tête Yves et Ada Rémy, mais on avait en tête un collectif qui s'appelait Limite, qui avait été une tentative dans les années 80 de faire un recueil de nouvelles collectif. Et en fait, les gens qui avaient participé de près ou de loin à la Limite nous ont vraiment dit, genre, ça marche pas, tout le monde s'est embrouillé après le recueil, c'est vraiment idiot, faites pas ça. Voilà. Et je crois qu'avec Jacques, on avait ce truc-là de dire, voilà, à partir du moment où tout le monde nous a averti que c'était pas possible d'écrire à deux, genre, on va juste le faire. Et, voilà. Donc c'est un peu comme Yves et Ada, tu avais fait le contraire de ce qu'on t'a conseillé, en fait. Oui, c'est vrai, oui. Donc il y a peut-être effectivement une liberté là qu'on trouve. Et c'est vrai que dans 120, il y a beaucoup de textes qui sont écrits en collaboration avec d'autres gens. Oui. Mais après, je pense que c'est peut-être un endroit où c'est plus visible que dans le reste de mon boulot, mais je suis assez persuadé qu'on n'écrit pas tout seul. Et donc le fait de le rendre manifeste et de l'assumer, en fait, et de le faire comme tel, c'est peut-être juste une façon que j'ai de déplier ça de façon plus précise. Voilà. D'accord. Ada, une des caractéristiques moi, que je trouve frappantes dans vos livres, justement, c'est la capacité à mêler des composants d'origine diverses, en fait, et de partir d'éléments connus. Donc on a déjà parlé du fait que les nouvelles des Soldats de la mer étaient adaptées de grands thèmes du fantastique. Mais dans le Grand Midi, il y a les mythes, le Bardo Todol, le livre tibétain des morts, enfin, il y a la philosophie de Nietzsche, il y a Kafka, il y a aussi des choses qu'on peut rattacher à des séries et à la fiction des années 60. On peut penser au Village du prisonnier quand on pense aux installations de l'Aile, qui est une entreprise mystérieuse. Donc, comment faisiez-vous avec Yves pour que tous ces éléments se fondent dans un ensemble harmonieux qui est un ensemble assez unique, en fait? Je pense que c'est une question... Ça va? On m'entend? Oui. Attendez, j'ai perdu le fil. Oui, c'est une question de travail. On travaillait beaucoup, on parlait beaucoup. Et donc, au fur et à mesure, on dit, mais non, ça va pas, mais oui, ça c'est bien, mais ça va. Bon. Et en particulier pour le Grand Midi, c'est moi qui ai eu l'idée au départ, parce que je venais de perdre ma grand-mère, qui m'avait élevée et que je vénérais. Et ma mère m'a dit, pour me consoler, lis le Bardo Todol, lis le livre des morts égyptiens. Et ça nous a beaucoup aidés, et on a focalisé là-dessus, et voilà. Et en fait, la seule chose que je peux dire, c'est une question de travail. Parce que quand on est deux, on n'a pas la flemme. Il n'arrive pas un moment où on en a marre.
On n'en a pas marre ensemble, en tout cas. Donc c'est vraiment une question de travail, de retravail et de remodelage. Je crois que c'est la réponse. D'accord. Et dans Le Grand Midi, on trouve des références à la guerre, hein, et aussi dans Les Soldats de la mer. Donc, mais ça, la guerre, Yves était complètement obsédé, parce qu'il avait 2 ans de plus que moi, et donc il était à la fin de Cornimont, dans les Vosges où il habitait, a surtout beaucoup trinqué en 1944. Et il vivait dans une cave et pendant plusieurs mois, et il entendait les obus et tout ça. Et donc il a toujours été toujours passionné par ces histoires de guerre. Toujours. Et il avait plein de choses à raconter là-dessus. Il lisait plein de livres. Alors ça, en revanche, c'était pas moi, ça. Tout ce qui a trait à la guerre, c'est lui. À part certains adjectifs, quand même. Oui, on peut ajouter aussi qu'en tant que cinéaste, puisque c'était votre métier principal, vous avez beaucoup travaillé avec le service des armées, avec le service cinéma des armées. Et Yves avait commencé, en fait, avait fait son service militaire au service, voilà. Alors ça aide un peu aussi. Et c'est vrai il était très heureux parce que pratiquement à la fin, pas tout à fait à la fin de notre carrière de cinéaste, mais presque, on nous a confié, c'est un livre qui s'appelle Les Soldats de la mémoire et pas de la mer, et qui était un recueil d'archives. On avait les archives du Fort d'Ivry qui nous étaient complètement ouvertes, qu'on avait fait repiquer. À l'époque, c'était VHS, après on passait en régie. Moi qui avais été monteuse de films pendant des années, c'était épouvantable, mais bon, il fallait s'y mettre. Et effectivement, on a fait beaucoup de films pour l'armée, beaucoup de films d'archives, et pas seulement. On a également fait, ou souvent des mélanges. Par exemple, on a fait un film qui s'appelle La mémoire et l'oubli sur l'Indochine, que tu as vu. Et la première partie, c'est des archives sur la guerre d'Indochine, en particulier Dien Bien Phu, et où on voit Schoendorfer, qui est en train de filmer, jeune homme évidemment, en faisant son service militaire. Et ensuite, dans la deuxième partie, c'est Schoendorfer en tournage qui tournait son film Dien Bien Phu. Et c'est étonnant parce qu'il a copié plein d'images noires et blancs de son métier de reporter de guerre, jeune, et il les a reproduites en couleur dans ce film Dien Bien Phu. Et c'était épatant pour nous de faire le rapport entre ces images. Voilà. Merci. Anne-Sylvie, je crois que vous parlez de documentaires lyriques pour parler des films de Yves et Ada. Alors ces films, malheureusement, ne sont pas visibles pour le grand public. Donc est-ce que vous pouvez... à l'époque, mais aujourd'hui, pour nous, on ne peut plus les voir. Donc Anne-Sylvie, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ce côté lyrique dans les films et peut-être de la manière dont ça se traduit dans les livres d'Yves et Ada ? Je ne sais pas, c'est difficile. Alors j'ai eu la chance chez Ada de pouvoir en voir certains dans des conditions parfois un peu, parce que les bandes VHS sont mal repiquées, sont un peu, mais on a quand même une assez belle idée du travail que vous faisiez. Et c'est vrai que pour moi, il y a toujours eu une espèce de rapport entre justement ce langage dont je parlais, très lyrique, à la fois très soutenu et très exact, qui se traduisait dans les commentaires de vos films, qui se traduisait dans l'agencement des images, avec beaucoup d'ampleur, avec beaucoup de joie et beaucoup de musicalité. Et on retrouvait ça, effectivement, pour moi, les deux, l'œuvre écrite et ce que j'ai pu voir de l'œuvre de cinéma, avaient des rapports vraiment évidents dans cette utilisation du lyrisme en particulier.
ajoutons à cela que toi et Yves, vous êtes des mélomanes. Et donc voilà, pour moi, c'est aussi une espèce de continuum dans cet amour de la musique, cet amour de la phrase musicale qu'on retrouve à la fois dans les films et dans les romans et dans les nouvelles. Et il y a une nouvelle qu'on a eu le plaisir de publier dans le Visage Vert, Bertossian, qui est une nouvelle musicale, et qui d'ailleurs avait été écrite pour la radio, parce que vous avez aussi écrit des très belles choses pour la radio, dont le colporteur de bruit, qui se trouve dans Le Roi d'Arbre, et qui est aussi une nouvelle tout à fait étonnante sur le son. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment un continuum dans votre travail. Fais-le. Oui, tu l'as. Oui. Non, on a eu énormément de chance dans ce métier pour évacuer notre carrière cinématographique, parce que nous avons un ami tout à fait par hasard, qui était producteur de pub, a eu une commande de Berger-Levrault, qui était imprimeur et éditeur à l'époque, qui est toujours d'ailleurs un peu, je crois, à Nancy. Et Berger-Levrault fêtait son tricentenaire cette année-là. Ils avaient une attachée de presse qui s'occupait de ça. Et ils voulaient un diaporama, c'est-à-dire des images fixes, avec un commentaire dessus et une musiquette. Et le copain a dit... Oh, pour un tricentenaire, c'est criminel. Il faut un film 35 mm, un peu ronflant et tout. Et il a eu l'idée, alors que nous n'avions jamais rien réalisé, de nous confier ça. Donc on est allé en repérage à Nancy. Il y avait une vieille presse à bois en bois à main plutôt, qui était dans le hall de l'imprimerie. Et on a eu l'idée de la remettre en marche. On a appelé un vieil ouvrier à la retraite qui l'a remise en marche. Et c'est elle qui raconte l'histoire de la... voilà. Et on a eu beaucoup de chance parce qu'avec un sujet pareil, il est évident qu'on a pris un créneau immédiat qui nous a permis de faire un peu ce qu'on voulait dans ce métier et d'avoir des sujets intéressants. Ah, tu veux lire le début du texte ? Bon, alors d'accord. Alors voilà le début de ce qu'on a donné aux clients de Berger-Levrault. Et ils ont dit oui, on veut la suite. D'accord, c'est eux qui font le film. Alors c'est la machine qui parle, qui écrit. Mes rêves sont des ossuaires des lettres. Mes cauchemars, des autodafés. Mes délires sont peuplés de polices démentes, de typographies éclatées et d'onomatopées hurlantes. Qui chassera loin de moi ces calligrammes fous, corps trop gras, trop maigres, déliés, yo-yo aberrants des maquettistes? Qui chassera mes démons? Les machines à imprimer sont des miroirs en regard, multipliant à l'envi la pensée des hommes. Nous avons couché sur Vélin, sur Berger, ou en Jésus, toute leur sagesse et toute leur folie. Alors là, les clients ont dit « ouais, d'accord, on veut un film ». Mais on n'avait aucun mérite. Ça commençait avec les incunables à Bâle et ça se terminait par le dernier cri en matière de rotative. C'était un sujet à Nord. Voilà. Léo, il y a dans tes textes aussi des références au cinéma. Donc par exemple au film Invasion d'Hugo Santiago dans Hector. Et il y a aussi des références aux séries, comme par exemple, il y a un très long texte par rapport aux autres dans 120 sur Beverly Hills et Twin Peaks, une comparaison savante entre les deux. Et donc, et il y a aussi des références à la musique. Donc, est-ce que tu peux nous parler de la manière dont le cinéma ou la musique influence ton écriture ou pas? Ou pas, ça va aller super vite. Non, avant de répondre, je trouve ça très... Je sais pas, j'ignorais totalement cette histoire de la carrière cinématographique de Yves Darimi. Je suis ultra hypé de voir ces films, mais malheureusement, on ne peut pas les voir. C'est ça que tu as dit? On peut les voir ou pas? Ils sont difficiles à voir. Bon. Oui. Ah, trop bien. Et comment est-ce que le cinéma et la musique influent sur mon travail? Je crois que comme tout le reste, en fait, c'est-à-dire j'essaye. Ce que je disais tout à l'heure sur le fait que j'écris pas tout seul, j'ai aussi très conscience d'écrire avec la culture dans laquelle je baigne,
quelle que soit la nature de cette culture. Et voilà, je regarde des films et je regarde la télé et j'écoute de la musique. Je suis absolument pas compétent dans ces différents domaines, si tant est que je sois compétent dans d'autres, mais c'est aussi quelque chose qui me traverse en fait. Et donc c'est aussi une façon... Je pense que ce qui m'intéresse dans la musique en particulier, ou plus particulièrement, c'est la même chose qu'en littérature, c'est les histoires et les cadres de production en fait. C'est les deux choses sur lesquelles je travaille en fait et auxquelles je m'intéresse. Donc en quoi est-ce que le monde fabrique des objets culturels et comment est-ce que les objets culturels fabriquent le monde en retour. Voilà. Et peut-être qu'il y a une autre dimension qui pourrait tricoter un peu avec ce que Ada raconte, et je trouve ça ultra, je sais pas dire autrement que touchant, mais il y a quelque chose sur comment l'œuvre ou comment le travail qu'on accomplit tricote du temps et garde trace du temps et des choses qu'on traverse et des choses qu'on a vécues. Et c'est assez étonnant. À ma grande honte, je connais vraiment très mal l'œuvre de Yves Adaremi. J'ai lu un seul livre, mais en fait, là, il y a déjà deux tricots avec ma propre existence dans le livre que j'ai lu et dans la conversation. Et j'ai eu vraiment cette impression très forte en lisant Le Prophète et le Vizir, d'avoir, comment dire, à travers le fil de la nouvelle et du fantastique, de toucher d'absolument réel, d'une expérience absolument réelle et par ailleurs partagée. Donc, je pense que oui, c'est ça, c'est que non seulement on n'écrit pas tout seul, mais que la production de littérature s'effectue aussi à l'endroit où les personnes qui lisent rencontrent les personnes qui écrivent, où les personnes qui regardent rencontrent les personnes qui filment, et c'est assez mystérieux et très enthousiasmant pour moi. Et je ne sais plus quelle était la question. Tu as répondu. C'était sur l'influence du cinéma et de la musique, mais tu as bien répondu. Et puisqu'on parle du Prophète et du Vizir, Ada, moi, ce qui m'a frappé à la lecture d'un des deux textes qui composent le Prophète et le Vizir, c'est-à-dire les 8 enfants du Vizir, et j'ai oublié son nom après. Oui. Et voilà, ce personnage qui veut déjouer le destin, etc. Mais ça se passe dans un désert et on ressent vraiment la présence de ce désert. Il y a des descriptions qui font qu'on y est vraiment. Et c'est la même chose dans la première partie de La Maison du Cygne, qui se passe aussi dans un désert extrêmement reculé en Mauritanie, je crois. Donc je voulais savoir d'où venait cette présence du désert qui est aussi forte dans ces deux livres. Je n'ai aucune idée. Je ne sais pas. On est allé une fois en plein désert, mais pour un tournage. Mais je ne sais pas. J'en sais rien. Autant la guerre, je sais. Les musiques, je sais. Je ne sais pas. Pourquoi le désert, je ne sais pas. C'est curieux d'ailleurs. Oui, et ce tournage, c'était... pardon, la question est intelligente, mais je n'ai pas de réponse. Et je suis un peu fatiguée. Enfin, pas fatiguée, émue, et je pourrais inventer. Normalement, je devrais inventer. Ouais. Eh bien oui, j'ai pas le courage. Tant pis. C'est pas grave. Mais peut-être que ça vient de ce tournage. Pardon, Sébastien. C'est pas grave du tout. Ce tournage, ça se situait où parce que... Dans le Châtel Géride. C'était notre premier court-métrage. Oui, et c'est où Le Châtel Géride, c'est en Tunisie. D'accord. Et j'ai détesté le désert. C'est peut-être pour ça qu'après on en a collé un peu partout. J'avais très très peur. Il fallait tourner. Le Châtel Géride, c'est un désert de sel. Il fallait tourner entre 7h du matin et 8h grand maximum. À 8h, la caravane devait repartir vite à Tozeur. Et voilà. Et j'en garde un mauvais souvenir. En revanche, on avait un assistant sur place qui était un type extraordinaire et qui avait un zoo à Tozeur, le zoo du désert. Et il se promenait, il nous a fait faire un tour dans le désert un jour. Il avait une petite lionne qui était amoureuse de lui, qui me terrorisait. Heureusement, elle se collait à lui, mais enfin, j'étais pas... Voilà, c'était un type fabuleux. D'accord, mais c'est peut-être pour ça. Un type fabuleux qui m'a joué un sale tour quand on est arrivé pour le tournage, parce que j'ai parlé, comme d'habitude, évidemment, et pas Yves. Et
Et j'ai vu qu'il ne m'écoutait pas. Alors au bout d'un moment, je me suis arrêtée. Alors il a regardé Yves, il lui a dit « Je suis désolée, mais il faut que ce soit toi qui dises, parce qu'une femme n'a pas le... Je ne peux pas supporter qu'une femme me dise ce qu'elle veut pour son tournage et tout. Alors tu traduis, c'est toi. » Et j'étais furax. Yves traduisait n'importe comment, faisait l'idiot, se trompait, rêvait, disait n'importe quoi. Et j'ajoute qu'à la fin du tournage, il m'a fait la bise et il me tutoyait. Ah, quand même, hein. Et la lionne ne vous a pas mangé. Et la lionne ne m'a pas mangé. On est loin de la littérature, mais on va y revenir. Et je vais rebondir très vite, mais parce qu'en fait, ça, c'est le premier point de tricot, c'est le shot El Djerid, parce que non seulement je l'ai reconnu, mais quand j'ai lu le nom, j'ai eu un espèce de truc de... Parce que moi, c'est mon expérience primitive du désert, et j'ai fait un mémoire de maîtrise sur le désert à cause de cet endroit. Et pour le coup, ça m'a fait l'effet inverse. Mais c'est vrai que c'est un endroit terrifiant. Ouais. Terrifiant. Parce que vraiment terrifiant. Ah ouais. Parce que c'est un désert où on voit que c'est comme être en pleine mer. En fait, on voit l'horizon absolument de tous les côtés. C'est absolument plat et il n'y a aucun point de repère. Et donc, on peut avancer en ayant l'impression de rester sur place. Mais c'est bourré de mirages en plus. Là, j'en ai vraiment vu. Hein. Mais c'est horrible. Alors pourquoi on l'a collé après, je ne sais pas. Alors pour continuer sur les lieux qui ont une présence très marquante dans vos livres, est-ce que vous pourriez nous parler de la région du Roussillon, de Perpignan, qui apparaît dans La Maison du Cygne, avec le château de Quéribus, et dans Le Fou de la Star? Je dois dire que le Fou de la Star, j'ai jamais compris pourquoi, Elisabeth le sait, j'ai jamais compris pourquoi le visage vert, Xavier Legrand avait accepté ce livre, parce que pour moi, il n'est absolument pas fantastique, à part les 2 dernières phrases, la dernière page, où il se noie, il revoit tout, bon. Et c'est un film sur la paraphrénie. Alors c'est vrai que la paraphrénie, c'est une folie où le surnaturel se mêle complètement à la vie normale. Et quelqu'un peut avoir l'air complètement normal et être complètement paraphrène et être capable tout d'un coup de dire « mais dans mon jardin, il y a plein de martiens qui sont descendus, je les ai vus, je vous le jure ». Voilà. Bon. Alors, je réponds quand même un peu plus sérieusement. Tout ce qu'il y a dans Le Fou de la Star est vrai. Les thermes d'Escouloubre-les-Bains ont été abandonnés, mais il y a encore tout. Il y a tout, il y a attention, piqûre de vipère, attention à la radioactivité des eaux, on rentre là-dedans comme dans un moulin, ce sont des ruines. Bon, alors il est évident que le personnage de Génie, qui est paraphrène, elle imagine plein de choses, d'accord, mais c'est pas du fantastique, c'est du délire. Et tout est vrai, le Plaguillem, c'est vrai, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Quéribus, c'est dans celui-là? Non, c'est pas celui-là. Il y a le Canigou. Oui, non, mais le Canigou, là, bon, d'accord. Non, mais il y a autre chose qu'Escouloubre. Ah oui, le camp de Rivesaltes. Le camp de Rivesaltes, avant qu'ils aient construit le mémorial, était exactement en l'état. Ils ont tout laissé tel que c'était. Tout. On s'est promené pendant des mois et des mois dans ce... Bon, tout est vrai. Tous les détails qui sont dans ce livre ont l'air bizarres et tout, et ils sont tous vrais. Ils se passent tous aux environs de Perpignan. Voilà. Peut-être que le fantastique, c'est justement que peut-être qu'on est dans la folie du personnage, mais on y entre complètement. Et la preuve, c'est que Elisabeth l'a corrigé admirablement et que Xavier Xavier Legrand a beaucoup aimé ce livre et l'a mis dans sa collection de fantastique. Oui. Hein? Le regard est fantastique, oui. Et Le Mans 84, est-ce que vous pouvez nous dire un peu d'où vient ce roman, puisqu'il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre presque du roman d'aventure. On a l'impression d'un salaire de la peur qui soit un peu joyeux. Enfin... Ben, on a voulu faire mais très curieusement, Le Mans 84, qui est sorti pendant les derniers de nos livres,
a été écrit tout de suite après Les Soldats de la mer, et on l'avait abandonné parce que je ne sais pas trop pourquoi. Et puis tout d'un coup, on a eu envie de le reprendre, et c'est un polar, finalement, non, un thriller plutôt, non, je crois que ça s'appelle. Et c'est l'histoire effectivement de deux voyous qui rencontrent un jeune homme qui est en train de cuver une peine d'amour sur le mont 84, qui est un mont qui fait partie de la chaîne des monts Chiffres, évidemment. Voilà. Et ils entraînent ce jeune garçon qui est éperdu d'amour, qui est très romantique, qui est tout à fait gentil et correct. Ils l'entraînent dans des péripéties. Et tout ça sous le regard d'un, je sais même, comment il s'appelle, Van Goes, d'un flic qui essaye de les attraper et qui a beaucoup de mal. Ils se terminent tous ensemble. D'ailleurs, c'est très curieux parce que la fin, je ne vous le dis pas au cas où vous ayez envie de le lire, la fin est totalement farfelue, et quelque temps après l'édition, tout à fait par hasard, on a vu que ce qu'on racontait existait. Et même, je ne me souviens plus, toujours les trous de mémoire, le frère d'un grand écrivain américain, je ne sais plus lequel, qui est scientifique, explique l'histoire de ce phénomène. Voilà. Quand vous lirez Le Mont 84, à la fin, ne vous dites pas « oui, c'est un peu exagéré », mais ça existe. Donc la fin du Mont 84, sans rien révéler, ça ressemble un peu au début de la bande dessinée L'Eternaute d'Hector Oesterheld, dont parle Léo Henry dans Hector. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette bande dessinée et nous expliquer comment t'en es venu à choisir un personnage, une personne réelle comme sujet de ton livre ? Je vais essayer d'inventer une nouvelle réponse à cette question. Ça prend un peu de temps. Je suis tombé sur Oesterheld en allant en Argentine, totalement par hasard, et je ne savais pas qui c'était. Et la personne qui m'a montré les bandes dessinées d'Oesterheld avait l'air de considérer que c'était très important que je voie ce livre et que je sache que ça existe. Et donc c'est resté dans un coin de ma tête pendant un certain temps, et puis j'ai fait un peu des recherches autour d'Oesterheld. En fait, Oesterheld, c'est un prétexte. Oh punaise, il faudrait peut-être que je présente des choses parce que peut-être vous ne savez pas qui est Oesterheld. Alors Oesterheld, c'est le grand scénariste de la bande dessinée argentine, qui a fait des BD dans les années 50, 60 et 70. Et il travaillait il était scénariste tout seul, ou à peu près, il avait une maison d'édition et il travaillait avec une armée d'illustrateurs argentins, mais aussi venus d'Italie, comme Hugo Pratt. Ça a été le scénariste d'Hugo Pratt pendant presque 15 ans. Et parmi les bandes dessinées qu'il a fait dans les années 50, il a fait une bande dessinée de science-fiction qui s'appelle L'Eternaute, qui raconte l'invasion de Buenos Aires par des extraterrestres et comment les survivants de la première attaque des extraterrestres s'organisent pour lutter contre cette force d'invasion. Il se trouve que petit à petit dans sa vie, Oesterheld s'est politisé par le biais de ses filles, et on est arrivé dans un moment politique de l'Argentine où les choses se sont vraiment durcies avec une série de dictatures successives, et où ce mouvement militant qui s'appelait les Montoneros, qui est un mouvement issu du péronisme, a été poussé à la radicalisation, on va dire, avec la droitisation de tout le spectre politique. Et dans ce cadre-là, les filles de Oesterheld, puis Oesterheld lui-même, ont été disparues pendant la dictature de la fin des années 70. Et de ce fait, en fait, Oesterheld est un des disparus les plus célèbres de l'Argentine, et il était célèbre parce que c'était un monsieur de 60 ans qui avait une œuvre considérable derrière lui, et que tout le monde connaissait en Argentine. Et la disparition de Oesterheld a servi, et un outil, encore maintenant en Argentine, pour raconter cette époque de la disparition. Et les élèves d'Oesterheld, ou les jeunes dessinateurs de l'époque, ont
fait de l'Éternaute, donc une bande dessinée prophétique, où dans les années 50, il aurait raconté en réalité ce qui se passait dans l'Argentine des années 70. Donc c'est un objet culturel extrêmement complexe parce qu'on a une œuvre de SF qui par ailleurs est une bande dessinée, qui par ailleurs est un feuilleton. On a l'histoire du créateur de cette bande dessinée, on a un poids politique qui est mis rétrospectivement sur cette bande dessinée et tout ça utilisé vraiment comme outil en Argentine pour essayer d'appréhender ce moment politique qui est un moment politique extrêmement compliqué à raconter du fait de l'organisation de la dictature elle-même qui travaillait à déformer le langage, effacer les traces et rendre inaccessible cette guerre civile qui ne disait jamais son nom. Et du coup, pour moi, c'était un outil assez intéressant pour rentrer à cet endroit-là et essayer de poser une question qui me travaille, qui est vraiment ça, qui est comment est-ce que les situations sociales et politiques engendrent des récits et comment les récits travaillent à leur tour l'histoire et le présent. Voilà. Et j'ai de nouveau oublié ta question, mais je pense que j'y ai répondu. Tu as répondu, tout à fait. Voilà. Ada, moi je me souviens que quand une dernière fois où j'ai parlé avec Yves, il disait qu'il voulait plus écrire que des nouvelles. Et quel rapport vous aviez au début et puis à la fin de votre carrière, disons, d'écriture, avec ce genre de la nouvelle ? Est-ce que la nouvelle, pour vous, c'est quelque chose que vous aimiez plus que le roman ? Vous avez plus... Oui ? Yves préférait de beaucoup la nouvelle parce que c'était moins long, moins compliqué. Il aimait beaucoup les nouvelles. D'ailleurs, le recueil Le Roi d'Arbre, il a été écrit tout de suite après les... Oh, c'est pas vrai. Oui, c'est la deuxième chose que nous avons écrite et qui passait dans Fiction. C'était Gérard Klein qui nous avait demandé une nouvelle. Voilà. Et quelle était la question ? Ça y est, j'ai oublié. C'était, vous avez répondu. Ah oui, les nouvelles, on les a écrites au fur et à mesure de notre carrière, régulièrement. La pièce de théâtre, en revanche, elle est juste après Les Soldats de la mer. Le colporteur de bruit, c'était pour une émission sur France Culture, une bonne femme qui s'appelait Lily Sioux et qui faisait des émissions formidables. Elle nous avait demandé une pièce de théâtre, voilà. Une pièce radiophonique, pardon. Mais les nouvelles, on en a écrit tout le long. Dans Le Roi d'Arbre, elle s'échelonne depuis le tout début. Jusqu'à Berthossian, c'est pas vieux, je sais plus maintenant, mais il y en a qui sont très récentes. Est-ce qu'il y a des nouvelles inédites dans ce recueil ? Les nouvelles inédites en particulier, oui. Oui, parce qu'à une époque, on écrivait beaucoup pour Fiction. Gérard Klein nous harcelait pour avoir des nouvelles. Et ensuite, voilà, dans certains journaux, mais tout au long de notre carrière, tout le long. Pas spécial. Mais Yves aurait préféré de beaucoup ça. Mais bon, s'il y avait une idée de roman, il acceptait. Et justement, en parlant de roman, il y en a encore un à paraître. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler, notamment de ce titre ? Parce que le titre, c'est Franklin, mais moi, je ne sais rien de plus. L'histoire de Franklin Jacobs. Il n'y a pas un éditeur dans la salle qui tout d'un coup a envie de lire notre testament littéraire ? Bon, bref, c'est un livre qui est hybride. Il est à la fois fantastique parce qu'on se met en scène carrément tous les deux et on explique que nous, on invente un personnage qui s'appelle Franklin Jacobs. Bon, il fait plein de choses. Alors au début, il est roumain. Alors on s'est régalé de le faire naître. Enfin bon. Et tout, on n'a pas beaucoup parlé de la Roumanie. Et puis ça y est, où j'en suis ? Franklin Jacobs. Voilà. Et après, il s'engage auprès de Leclerc. Enfin, il va rejoindre Leclerc en Afrique. Et alors là, évidemment, c'est pas du tout fantastique. Encore que, alors, le nuage vert,
il n'a pas refusé, mais il trouve qu'il n'est pas suffisamment fantastique. Mais il y a quelque temps, Xavier m'a appelé, il m'a dit « S'il reste orphelin, je le prendrai quand même ». Mais enfin, bon, je ne veux pas non plus obliger le visage vert. Alors, et il est évident que quand il va à la guerre, on ne l'a pas inventé, encore que, il y a par exemple Koufra, c'est presque du fantastique. Leclerc, il avait 10 camions, je vais aller vite, hein. Il avait 10 camions et les Italiens et les Allemands les lorgnaient et il les faisait tourner en rond tout le temps. Ils étaient persuadés qu'ils recevaient des renforts et que tout ça c'était des camions. C'est du pur fantastique. Ils ont fini par dire ok, on arrête. Moi je trouve ça fabuleux. Bon, Birakeim également. Évidemment, on ne l'a pas inventé, mais il y a tellement de fantastique dans ces choses-là. Bon. Alors, pourquoi il est quand même fantastique? Parce que, bien entendu, notre héros va se rebiffer. Et en plus, Yves, hélas, m'a quitté aux 3/4 du livre. Heureusement, on avait fait un synopsis, j'ai réussi à le finir complètement. Et à la fin, notre héros se rebiffe complètement parce qu'il en a marre d'avoir affaire à moi, qui ne m'occupe plus de lui, qui ne veut plus entendre parler de ce personnage qui a porté malheur à mon époux. Voilà. Et donc il se rebiffe et là, ça redevient fantastique, quand même. Voilà. Alors oui, avis aux amateurs, ça s'appelle l'histoire de Franklin Jacobs. Si vous connaissez quelqu'un, Anne-Sylvie se bat beaucoup. Pour le moment, elle n'a pas réussi à le fourguer. J'aimerais bien. Voilà. Merci. Et Léo, je voudrais qu'on revienne juste un petit peu sur 1000 saisons, puisque c'est quand même une façon de... Enfin, la production du texte suit disons, une manière de faire assez particulière. Et moi, quand j'ai commencé le tome 2, je m'attendais à lire la suite du tome 1. Et en fait, pas du tout. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la manière dont tu écris ce livre et comment ça va se développer dans le futur? Non, là j'ai les réponses, Ada, c'est bon. Je ne vais pas être obligé d'inventer. Je pourrais inventer, mais ça va apporter de la confusion. Alors, le deuxième volume n'a rien à voir avec le premier, mais n'a pas rien à voir avec le premier. Je raconte pas la suite. Je raconte pas. Non, alors en fait, 1000 saisons, c'est un projet qui est né au moment où je terminais 120. Donc pendant 10 ans, j'ai envoyé une nouvelle par email à qui le voulait tous les mois. Et quand j'ai vu arriver le terme de ce projet-là, je me suis dit qu'il fallait que je fasse autre chose. Et je me suis engagé dans quelque chose d'encore plus idiot et intenable, qui est d'écrire un roman en écrivant un chapitre toutes les semaines pendant 10 ans. Donc ça fait un très gros roman, hein. Au final, ça va faire un très gros livre. En chemin, j'ai trouvé un éditeur assez zinzin pour m'accompagner, donc le Bélial a accepté de faire des livres de ce feuilleton. Et chaque année de production devient un livre. L'invitation du Bélial à faire des bouquins à partir du feuilleton est arrivée au moment où je terminais la première année, donc le premier livre. Et je me suis retrouvé dans une situation où je me suis dit, si je continue le même récit et que le Bélial trouve qu'il y a des grands problèmes narratifs et qu'il faut que je réécrive des pans entiers de la narration pour le livre papier, je vais me retrouver dans une situation impossible puisque je serai déjà en train d'écrire la suite d'un livre qu'il faudrait que je corrige. Donc, d'un commun accord avec mes co-auteurs, qui sont donc mes enfants, on a décidé qu'on allait écrire la suite du livre, mais que ça se passerait complètement ailleurs, avec complètement d'autres personnages. Et voilà, donc l'articulation entre le livre 1 et le livre 2 n'est pas immédiatement perceptible, mais évidemment, c'est le même livre et le même projet. Alors ça permet une petite ruse éditoriale, c'est que quand le livre 2 est sorti, c'est-à-dire il y a quelques semaines, l'éditeur a dit « mais il n'y a pas de problème, vous n'avez pas lu le 1, vous pouvez commencer par le 2 ». Et c'est vrai, ceci est totalement exact. Après, par contre, là je suis en train d'écrire le 3, et le 3 est exactement la suite du 1. Donc là, ça va plus, ils ne vont pas pouvoir faire le coup chaque année, malheureusement.
Mais voilà. Et si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner. Donc c'est une mailing list, on donne juste son adresse email et toutes les semaines, on reçoit le chapitre que je viens de terminer d'écrire. Sauf quand je m'arrête d'écrire. Mais là, c'est reparti. Donc voilà. Et il y a les archives, donc si vous voulez lire les livres entièrement sur votre écran, vous pouvez recommencer les livres depuis le début et relire tous les chapitres. Et les livres sont vraiment très jolis. C'est vrai, hein? D'ailleurs, j'en profite pour dire que tous les livres dont on parle sont en vente sur le stand de la librairie Vocabulaire au fond de la salle et vous pouvez vous les procurer dès la fin de cette rencontre. Donc peut-être une dernière question pour laisser peut-être des questions au public ensuite. Donc il me semble que ce qui ressort, Anne-Sylvie et Léo, de tout ce qu'on a dit là, c'est que les littératures de l'imaginaire, c'est la liberté. Et c'est le fait de mélanger des choses qui viennent d'un peu partout, et peut-être avec plus justement de liberté que dans la littérature générale. Est-ce que ça vous paraît être une tendance des littératures de l'imaginaire, notamment en France? Il me semble que c'est le cas, de croiser les genres, de croiser même les arts, et d'essayer de croiser la réalité et la fiction, et d'essayer de voir ce qui ressort de tout ça. C'est curieux parce qu'on est à la fois dans une espèce d'hyper-cloisonnement où s'inventent des genres. Depuis 2 semaines, je suis consciente de l'existence d'un genre qui s'appelle, je crois, excusez-moi si je me trompe, Dark Academia. Et je ne sais, j'ai pas beaucoup de temps, je suis pas allée fouiller le truc. Apparemment, c'est des choses horribles qui se passent dans les universités où je ne sais pas si quelqu'un connaît les choses. Et donc, on a une codification pour un certain nombre de ces littératures dites de l'imaginaire, peut-être pour en faire des choses comme ça, plus balisées. Et par ailleurs, effectivement, comme tu le dis, il semble que depuis, je ne sais pas, peut-être une petite dizaine d'années, peut-être plus, peut-être moins, il y a un espèce de vent qui souffle un peu partout sur la littérature française et peut-être aussi sur la littérature ailleurs, de trouver un peu tout partout. C'est-à-dire qu'on va avoir des bouquins qui sortent chez Gallimard en collection blanche qui sont en fait parfaitement fantastiques. On va avoir... Alors, on va trouver... Effectivement, les choses sont... Les frontières sont moins définies. Alors c'est comme s'il y avait un endroit où les frontières étaient très définies et un autre endroit où elles sont moins définies. Ces deux ou trois strates se chevauchent un peu. Et il y a aussi un mélange avec l'essor des littératures auto-éditées. Il y a des choses peut-être pas terribles, mais il y a d'autres choses qui sont assez intéressantes, assez étranges. Et donc on est sur un monde de... comment on appelle ça, je suis comme toi, j'ai des trous de mémoire. Zut, pas un zoo, mais enfin, essayez, aidez-moi à trouver le terme, un biotope, voilà, où il y a un système, où il y a toutes sortes où il y a ces strates avec des choses très précises, d'autres moins précises. Et c'est assez jouissif, je pense, de se retrouver là-dedans. Il reste évidemment une littérature qui se dit plus proche des codes, plus proche des codes de la littérature psychologique ou des codes de la littérature sociale et tout, etc. Mais tout commence à être rongé un peu de partout et c'est très bien. Voilà. Excusez la confusion de mon propos, par ailleurs. Léo, tu veux renchérir là-dessus? Je renchéris, je relance de 4. Non, il y a peut-être dans cet océan de catégories et de sous-catégories, il y en a une que moi j'aime bien, qui est le weird, qui est un objet qui a été... Voilà. C'est méga flou, c'est pour ça que j'aime bien ça. C'est Anne et Jeff Vandermeer qui sont par ailleurs... Jeff Vandermeer est par ailleurs auteur états-unien de... SF, mais de weird aussi. Et ils ont réuni un énorme corpus d'œuvres depuis la fin du 19e siècle jusqu'à nos jours qui appartient au mauvais genre et en même temps pas, et en même temps on ne sait pas ce que c'est, et voilà, ça pourrait se traduire par chelou. Et le fait que dans le continuum de la SF fantastique, fantasy, il y ait la place pour les trucs chelous, je pense que ça
accueille aussi, ça permet aussi d'accueillir des gens comme nous qui aimons bien les choses cheloues. Voilà, donc c'est aussi je pense que c'est aussi un espace éditorial de liberté quand on aime les mauvais genres et aussi quand on n'aime pas que ça, quand on aime mélanger les trucs. Et je vais profiter d'avoir le micro pour parler des bouquins d'Anne-Sylvie parce qu'on n'en a pas parlé. Non ? Si, bien sûr, il faut lire L'Amont. Voilà, ça c'est mon préf, c'est un recueil de nouvelles fantastiques, on peut le dire. C'est incroyablement écrit et c'est absolument terrifiant. Il y a les mécanismes de peur qui fonctionnent dans ces nouvelles sont pour moi absolument incompréhensibles. Mais il y a une ou deux nouvelles qui genre, pour moi, sont inoubliables dans le sens où je ne peux pas les délire. Et c'est super, c'est super fort. Je recommande très chaleureusement. Et les livres sont là et tout, je les ai vus là. Voilà. Merci. Peut-être que dans le public, vous avez des questions à poser à Ada, à Anne-Sylvie ou à Léo. Donc, n'hésitez pas. Levez la main et on vous donnera un micro. Ou alors, si ce n'est pas une question, mais une remarque, vous pouvez aussi. Hein. Alors, comme dit Ada, nous avons peut-être été tellement complets qu'il n'y a plus rien à dire. Donc on va peut-être s'arrêter là, puisque je crois qu'à 16h, il y a la remise du prix à Léo qui est prévue. Et je pense que vous pouvez, si vous voulez vous faire dédicacer les livres, vous pouvez demander à nos participants. Donc merci à tous d'avoir été présents.